Thomas Paris, économiste, professeur associé et chercheur au CNRS et HEC, qui présentera une keynote autour de l'économie, de la création et de l'intervention publique. Nous avons souhaité démarrer ce matin avec la vision globale d'un économiste. Merci beaucoup d'être là. Donc, un économiste sur le secteur de la création, de la culture, pour ensuite entrer dans l'analyse des enjeux qui traversent le secteur des festivals aujourd'hui. Merci beaucoup, Thomas Paris, je vous en prie. Merci à France Festival de m'inviter à ouvrir ces deux journées de rencontres. Merci à Alexandra notamment. Donc, je suis chercheur au CNRS et depuis 25 ans, je suis rentré dans la recherche au CNRS parce que j'étais passionné par les secteurs de la culture, par les secteurs de la création, et que je me suis efforcé de comprendre quels étaient les contextes dans lesquels la culture et la création pouvaient s'épanouir au niveau sectoriel, au niveau industriel, au niveau d'un territoire, au niveau national et au niveau des organisations. Et je fais ça dans une perspective très transversale, puisque je m'intéresse aussi bien au festival, dans la musique, qu'au cinéma, qu'aux jeux vidéo, qu'au parfum, qu'à l'architecture, qu'au design, ce qui fait aussi que je ne suis pas un spécialiste des festivals. Est-ce qu'on peut passer... voilà, donc je vais essayer dans le quart d'heure qu'on m'a donné de donner une grille de lecture des festivals à partir de la compréhension des spécificités de l'économie de la création. L'essentiel de mon travail consiste à dire qu'il y a une économie de la création. On appelle ça parfois l'exception culturelle, c'est pas toujours le sens qu'on lui accorde, mais derrière l'idée d'exception culturelle, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a une vraie exception dans leur modalité de fonctionnement au secteur de la culture, qu'il s'agit d'appréhender. Très rapidement, je ne vais pas m'attarder sur ces premiers éléments que vous connaissez sans doute par cœur. Les caractéristiques principales sont qu'on est dans un secteur, dans des secteurs liés à la création, qui sont des secteurs fondamentalement entrepreneuriaux, c'est-à-dire que la création procède d'individus, hommes ou femmes, qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie d'accompagner des gens à s'exprimer. Et ça va se traduire par un certain nombre de caractéristiques que vous vivez au quotidien. La première, la notion de talent, que je ne vais pas m'attarder dessus, qui a un certain nombre de caractéristiques. La caractéristique peut-être la plus essentielle pour nous aujourd'hui, c'est ce que Richard Caves a défini en disant A-list, B-list, un des principes fondamentaux des industries créatives. Dans tous les secteurs de la création, on a une forme de hiérarchisation des talents avec des gens qui sont considérés comme étant non substituables. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intéressants, ça veut dire que le public, le marché, leur reconnaît une forme de singularité. La deuxième caractéristique importante à avoir en tête, c'est une forme d'abondance qui est presque naturelle, puisqu'on est dans des secteurs qui sont par nature entrepreneuriaux, où les portes sont grandes ouvertes. C'est-à-dire que n'importe qui a le droit, et c'est une chance, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir essayer de s'exprimer. Ce qui aura aussi évidemment des conséquences que vous vivez au quotidien, c'est qu'il y a une forme de fragilité. À partir du moment où on laisse les portes ouvertes, ou que chacun peut tenter d'être écrivain, chanteur, artiste, etc., à un moment donné, il y a une forme d'encombrement. Dans cet encombrement se traduit une forme de pression à la distinction. Pour pouvoir exister dans cet environnement souvent saturé, il faut arriver à se distinguer, et c'est sans doute ce que vous faites au quotidien. Et donc tout ça se traduit par une économie du risque. Il y a nobody knows, c'est ce que dit Richard Caves quand il parle des industries créatives. Richard Caves est un économiste qui ne s'intéressait pas particulièrement aux industries créatives et qui un jour a découvert qu'un certain nombre de secteurs partageaient des caractéristiques très très singulières, et donc il a fait ce livre qui s'appelle Creative Industries, et il a énoncé une dizaine de principes, et le premier principe c'est nobody knows. Dans ces secteurs, on ne peut absolument pas savoir garantir ce que sera le succès ou pas d'une proposition artistique. Et puis peut-être avant-dernière chose, Howard Baker, qui est sans doute un des autres grands penseurs de ces secteurs, nous a dit quelque chose qu'on a souvent du mal à accepter, à appréhender, que dans ces secteurs, il n'y a pas de qualité intrinsèque, il n'y a pas de qualité objective. C'est-à-dire ce qui va construire la culture, ce qui va faire culture, ça va être la rencontre entre une proposition artistique et un secteur constitué par vous, médiateurs, prescripteurs, promoteurs, etc., par le public, par la presse, par les critiques, etc. Mais la proposition artistique en tant que telle n'a absolument aucune valeur objective, ce qui donne lieu à certaines des caractéristiques du fonctionnement de ce secteur. Dernier point, des termes un peu barbares, tuyaux et contenu.
ça c'est des langages d'économistes, on parle de contenu et de tuyaux. Les contenus, c'est des œuvres, et les tuyaux, c'est ce qui permet de donner au public l'accès à ces œuvres. Et donc, ce sont des salles de spectacle, comme celle dans laquelle on est, ce sont des festivals, mais ce sont aussi des opérateurs comme Netflix ou Spotify, par exemple. Donc, évidemment, il y a des tuyaux de nature très, très différente, et les tuyaux ont leurs propres problématiques économiques qui vont avoir une influence considérable sur la vie des œuvres et donc sur la vie de ceux qui sont en charge de les produire. Alors, si j'avance un petit peu, je ne m'attarde pas là-dessus parce que je pense que c'est des choses que vous connaissez par cœur, notamment toutes les difficultés que vous vivez aujourd'hui et le désengagement de la puissance publique, par exemple, la transition écologique énergétique qui a été rappelée par plusieurs des intervenants, mais peut-être simplement quelques éléments sur la révolution numérique qui n'en finit pas de faire valoir ses conséquences depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore abouti à une nouvelle économie, on est toujours dans une phase de transition. Les éléments importants à avoir en tête, me semble-t-il, sur cette transformation, c'est une forme de globalisation qui s'est installée, un rôle du territoire qui a sans doute beaucoup perdu de facto dans la construction de la notoriété des artistes dans certains domaines, et notamment dans la musique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire carrière dans la musique sans être passé par la scène locale, ce qui était impossible il y a 20 ans. Et puis, une forme d'abondance qui s'est encore accélérée, c'est-à-dire que les portes sont encore grandes ouvertes, donc il y a encore beaucoup plus d'artistes, aspirants artistes qui veulent pouvoir exister. Et puis, peut-être un autre élément aussi, la mobilité des personnes a beaucoup changé. On se déplace beaucoup plus facilement, y compris à l'échelle internationale, aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Et donc, évidemment, pour vous, opérateurs de festivals, ça a des conséquences qui ne sont pas négligeables. J'ai essayé de comprendre, il y a quelques années, pourquoi les pouvoirs publics, au niveau national, avaient de plus en plus de mal à appréhender cette question de leur rôle dans ces secteurs. Donc, comme on a une forme d'équilibre un peu particulier dans ces secteurs, pour dire les choses de manière un peu brutale, les secteurs de la création sont fondamentalement libéraux, je ne sais pas si c'est le terme le plus brutal, c'est-à-dire qu'on est dans des domaines qui sont entrepreneuriaux, et c'est un choix qui a été fait, un choix civilisationnel pratiquement, qui a consisté à dire que les artistes ne sont pas des fonctionnaires. Ou dit autrement que tout le monde a le droit, la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et ce qui est quelque chose qu'on accepte globalement tous et qui a des conséquences. Et donc on est dans cette logique libérale, pardon pour ce terme qui est un peu dur, mais dans lequel la puissance publique a un rôle essentiel à jouer, pour plusieurs raisons, notamment parce que si on laisse faire les forces du marché, pardon pour ce terme encore une fois, les acteurs auront tendance à se concentrer, une tendance naturelle qui s'explique dans ces secteurs, auront tendance à limiter les risques, auront tendance à se focaliser sur les artistes qui ramènent le plus d'audience, etc., etc. C'est-à-dire que si les pouvoirs publics ne s'en mêlent pas, sur la partie création, évidemment sur la partie réception, les enjeux sont aussi très très présents. Si les pouvoirs publics ne s'en mêlent pas, la diversité aura tendance à s'effondrer de manière assez naturelle. Donc on a un besoin de régulation qui est essentiel, mais qui doit aussi tenir compte des spécificités de l'économie de la création et de cette spécificité qui est celle de l'émergence. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il faudrait ne pas casser cette dynamique dans laquelle des individus ont envie de pouvoir s'exprimer, vont être accompagnés par d'autres individus qui vont faire tout ce qu'il faut pour les accompagner, les promouvoir, etc., et pour faire en sorte que ces premiers individus rencontrent un public. Et c'est ça, cette dynamique entrepreneuriale émergente, et qui est l'essence de votre travail, opérateur de la culture et de la création. Pourquoi une crise de l'intervention publique? Alors, je ne vais peut-être pas m'attarder trop là-dessus, et on pourrait en débattre pendant des heures, mais une de mes interprétations, c'est qu'il y a fondamentalement un effet inflationniste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'on a un besoin d'intervention publique, que ce besoin se traduit par des soutiens sous forme de subventions, ça va permettre à des structures d'exister, et c'est très très bien, mais que ça n'aura pas épuisé ce besoin d'autres structures d'avoir elles aussi des subventions. C'est-à-dire qu'on va accompagner des structures qui vont à un moment donné avoir un besoin de soutien pour vivre, mais d'autres vont aussi rentrer sur le marché, vouloir exister, se positionner comme acteurs de la création, et ce qui fait que on aura tendance naturellement à avoir besoin d'injecter toujours
plus de ressources. Et peut-être, c'est mon hypothèse, que les pouvoirs publics se disent à un moment donné, j'ai remis au pot il y a quelques années, et là, à nouveau, on me redemande de remettre au pot, et donc c'est sans fin, quoi. C'est une interprétation qui est sans doute discutable, mais c'est une interprétation. À partir de là, comment essayer de lire ce que sont les festivals? Et là, pardon, parce que vous aurez des spécialistes des festivals qui sont beaucoup plus qualifiés que moi, mais je vais poser un regard vraiment un peu distancié par rapport à ce que sont les festivals. Il y a plusieurs éléments qui me semblent intéressants à rappeler. Le premier, c'est que, comme l'a rappelé Monsieur le maire, je crois, on n'a pas un modèle de festival, on a plusieurs modèles de festivals, et que les festivals répondent à plusieurs enjeux de nature extrêmement différente. Parfois, ils répondent à tous ces enjeux, parfois, ils répondent à certains de ces enjeux. La pluralité des modèles va porter sur leur taille, leur modèle économique, le fait qu'ils appartiennent ou pas à un grand groupe qui va avoir cette capacité à mutualiser un certain nombre de choses, et notamment le rapport aux artistes. La pluralité des festivals va dépendre aussi de leur pouvoir de prescription. Paul Rondin est ici. Le Festival d'Avignon s'est construit une position assez centrale qui rendait quasiment obligatoire pour les troupes qui voulaient exister dans le monde du théâtre de passer par le Festival d'Avignon, off-win. Ce n'est pas le cas de tous les festivals. Et donc, évidemment, quand on a cette position, la place qu'on peut avoir vis-à-vis de l'ensemble des acteurs n'est pas la même. Les financements, évidemment. Et puis, le rôle de service public. Et ça, c'est un point qui est essentiel. C'est-à-dire qu'on a des festivals qui sont dans cette économie de la création que j'ai décrite et qui veulent participer de cette économie de la création. Et on a des festivals, Madame la ministre a rappelé les engagements qu'elle souhaitait prendre en matière de ruralité, qui ont un véritable rôle de service public parce qu'ils sont quasiment un des seuls modes d'accès au spectacle vivant dans des territoires. Et donc, évidemment, vos festivals ne sont pas tout à fait confrontés, n'ont pas les mêmes modèles économiques et ne sont pas confrontés aux mêmes enjeux, même s'il y a des enjeux communs. Pluralité des fonctions. Fonction numéro 1, c'est de la diffusion. Et donc, quand on est sur un territoire rural où il n'y a absolument aucun lieu pour assister à du spectacle vivant, le rôle de diffusion est essentiel. Soutien à l'émergence. Les festivals ont aussi ce rôle-là, de contribuer, et là aussi dans cette logique de différenciation, que quand vous voulez monter un festival, un des enjeux, c'est aussi d'arriver à apporter une voix nouvelle et des artistes nouveaux. Et donc, de facto, joue un rôle sur cette notion d'émergence, et donc sur la diversité. Et puis, troisième type de fonction, mais il y en aurait sans doute d'autres, un rôle de prescripteur ou label, c'est-à-dire que vous êtes artiste, estampillé, étant passé dans ce festival. Je pense à nouveau à Avignon. Dans un autre domaine, on peut penser aussi au Festival de Cannes. Et sans doute, c'est ce qui rend un peu particulière votre position, enfin la position des festivals, c'est qu'un festival est à la fois un contenu, c'est-à-dire que c'est une proposition artistique portée par des individus qui souhaitent apporter une voix différente dans l'ensemble du marché, pardon pour ce terme, mais le festival est aussi un tuyau. Et donc, il y a ces deux caractéristiques et qui sont à prendre en considération quand on veut essayer de comprendre les enjeux auxquels ils sont confrontés. Si j'essaye d'interpréter un peu les tensions actuelles que vous connaissez tous mieux que moi et que Emmanuel précisera peut-être tout à l'heure, avec cette vision-là, un premier élément de tension, c'est qu'on est rentré sans doute dans une offre de festival qui est très très abondante, et donc il va y avoir une concurrence sur les talents les plus visibles, c'est-à-dire les talents qui vont permettre de faire venir le public, donc les fameux talents A de Richard Caves. Et donc on a une forme de concurrence sur un type particulier de ressources, là encore pardon pour le terme, et de même qu'on a une concurrence à partir du moment où on a un nombre de festivals qui est conséquent sur la visibilité. Arriver à être visible dans un environnement dans lequel il y a énormément de festivals devient extrêmement compliqué, et coûte cher. Et là, on va avoir une différence entre les grands acteurs et les petits acteurs qui n'auront pas les mêmes moyens
d'existence et enjeu de différenciation. Un tout petit mot là-dessus, parce que il y a 20 ans, quand est arrivé Internet, beaucoup d'acteurs de la culture se sont dit « Enfin, on va être libérés de ces intermédiaires qui ont droit de vie et de mort sur nous ». Quand est arrivé Netflix, on s'est dit « Enfin, j'ai plus besoin de demander l'autorisation pour mettre un film à disposition, Netflix ou YouTube ». En fait, on se rend compte que ça a radicalement modifié les conditions de visibilité. C'est-à-dire que les portes se sont ouvertes, mais de facto, ce qui s'est passé, c'est que la visibilité s'est renchérie énormément, puisqu'on bascule dans un contexte dans lequel, pour être visible, pour être en haut de l'affiche, il faut payer de plus en plus cher. Et puis, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que ça, c'est des choses que vous maîtrisez parfaitement, mais dans les années 60, Baumol a énoncé la loi de Baumol, que vous connaissez sans doute tous, qui a théorisé le fait que le spectacle vivant était structurellement déficitaire, parce que n'avait pas la possibilité de générer, et le mot m'échappe, il y avait une inflation naturelle dans tous les autres secteurs, mais le spectacle vivant n'avait pas la possibilité de générer des gains de productivité, ce qui faisait qu'il y avait un écart croissant entre ce que coûtait le spectacle vivant et les revenus qu'on pouvait en tirer. Donc ça, c'est sans doute ce que vous vivez aujourd'hui sur des aspects énergétiques, de logistique, de technique, etc. Je vais simplement terminer sur quelques aspects. Le premier, c'est que dans leur diversité, dans votre diversité, les festivals, vous êtes confrontés à évidemment des problématiques singulières, mais des enjeux communs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étanchéité entre les différents festivals, notamment parce qu'il y a une forme de concurrence, entre guillemets, sur le public, les ressources et notamment les talents. Le deuxième élément, c'est que qu'est-ce qu'on fait? Alors, je ne vais évidemment pas, et je serai bien incapable de le faire, mais apporter des réponses à des questions qui sont compliquées et sur lesquelles vous engagez des forces et le ministère engage des forces. Mais néanmoins, si on adopte le point de vue des festivals, la première chose à faire, c'est d'admettre cette dynamique concurrentielle, et ça, on ne peut pas la nier, malheureusement, dans les secteurs culturels. C'est-à-dire qu'on est dans des secteurs dans lesquels il y a des gens qui vont vouloir apporter un festival nouveau, et parfois ce sont des artistes, et ça fait partie des règles du jeu d'une certaine manière. C'est-à-dire que, je vais dire quelque chose qui est un peu brutal, mais la mortalité des festivals est presque une condition de cette ouverture que j'ai décrite, qui permet à tout un chacun de proposer à un moment donné un festival. Deuxième élément, du point de vue des festivals, les questions sur lesquelles vous devez commencer à travailler, je suppose, la mutualisation est quelque chose d'effectivement très très important. L'enjeu de différenciation, alors pourquoi je fais apparaître Pixar ici? Parce que dans des secteurs comme l'audiovisuel ou l'animation, les problématiques sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des acteurs qui produisent des œuvres, des contenus, qui vont se retrouver face à des acteurs qui les diffusent, et dans un rapport de force qui va être très, très évolutif dans le temps. Pixar a réussi à se construire une image et à apparaître dans la A-list, tel que ce rapport de force lui sera toujours favorable. C'est-à-dire que quand on va couper les vivres à énormément d'acteurs, il y a des acteurs qui vont rester protégés parce qu'ils ont réussi à se créer une identité extrêmement forte. Et puis, dernier point, parce que je vois que le temps passe, qu'est-ce qu'on fait du point de vue des pouvoirs publics? C'est aussi une autre question. Là, j'ai insisté sur le fait qu'on était quand même face à une problématique compliquée, puisque derrière la mise en péril des festivals, il y a des enjeux de diversité culturelle, il y a des enjeux d'accès à la culture, il y a des enjeux d'aménagement du territoire. Et c'est des problématiques qu'il faut sans doute traiter de manière un petit peu séparée. J'ai affiché un très très beau TER là-haut. D'une certaine manière, l'économie des festivals a à voir avec l'économie de l'aménagement du territoire en matière de chemin de fer. C'est-à-dire qu'il y a des lignes qui sont rentables, il y a des lignes qui ne sont pas rentables, mais qu'il est essentiel, du point de vue des pouvoirs publics, de continuer à garantir. La question de la labellisation est sans doute peut-être une voie et qui est... j'en suis certain déjà à l'œuvre dans les festivals, mais comment on a réussi dans le monde du cinéma à continuer à faire coexister des salles qui avaient une économie fragile, comme les salles qui passent des œuvres un peu plus difficiles d'accès, avec les grands réseaux. On a inventé des systèmes de labels qui existent aussi dans votre domaine. Et puis, peut-être dernière chose, dans l'univers du livre, on a à peu près des problématiques à peu près similaires. À un moment donné, c'était un véritable enjeu de défendre les librairies, le réseau de librairies, parce que le fait d'avoir un réseau de librairies ne permettait pas forcément à tout le monde d'avoir accès aux livres,
surtout aujourd'hui avec des grands acteurs internationaux comme Amazon. Tout le monde a accès au livre. Simplement, le fait d'avoir des grands réseaux de librairies garantissait d'avoir un réseau dense de prescripteurs différents qui favorisait une diversité culturelle. Et donc là, sans doute une des lois les plus intéressantes qui a été mise en place dans le monde de la culture depuis 40 ans, la loi sur le prix unique du livre dans les librairies, qui n'était pas un investissement considérable en matière de financement public, a eu un effet considérable sur le fait qu'on ait conservé un réseau très très dense de librairies et une véritable diversité culturelle. Voilà, c'était quelques réflexions que je voulais partager avec vous. Je suis allé un peu vite, j'espère que néanmoins tout ça pourra être source de réflexions utiles. Merci pour votre attention.